Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Et parlons digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Fatih Sela, le spécialiste de la demand gen. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez jamais entendu ce nom. Justement, Fatih est là pour vous expliquer ce que c'est. Car j'ai eu une question de la part de William qui me demandait c'est quoi la demand gen. J'en ai vu partout, j'aimerais en savoir plus. J'ai donc pris comme mission de prendre contact avec Fatih, qui est le spécialiste. Bonjour Fatih. Hello Elodie, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va super, merci. Et je suis très content de faire découvrir la Demand Generation à ton audience. Canon. Alors, on t'écoute. Dis-nous tout sur la demand gen. Qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi? Raconte-nous tout. Ça marche. La Demand Generation, c'est un nouveau courant marketing B2B qui vient à la suite de cet essoufflement terrible qu'on est en train de voir sur les sur les pratiques marketing actuelles. Donc, je parle de l'inbound marketing, de l'ABM, du growth marketing. Tous ces courants-là dont vous avez sûrement déjà entendu parler ont pour faiblesse, si vous voulez, d'être restés dans des pratiques qui sont très transactionnelles et industrialisées. On essaye de faire de la quantité de leads, on essaye d'automatiser en masse et on essaye de ramener un maximum de prospects à ces équipes commerciales. Sauf qu'on arrive à un moment où le marché a complètement saturé. Aujourd'hui, voilà, tout ce qui est séquence d'emails automatisés, c'est vu plus comme du spamming qu'autre chose. Même quand c'est bien fait, c'est difficile de tirer son épingle parce qu'on empathie en fait des mauvaises pratiques des copains qui, eux, font ça de façon trop bourrine, de la mauvaise façon. Et donc, du coup, même quand on le fait bien, des fois, le prospect est quand même sur la défensive et va pas lire votre email ou va même se désinscrire dans la foulée avant même que vous ayez envoyé un quelconque email suite à cet email de confirmation, par exemple à un téléchargement de contenu. Voilà, boum, vous lui envoyez l'email avec le lien du livre blanc. Il y a des personnes qui ont maintenant ce réflexe directement, je télécharge le contenu et directement derrière, je me désinscris parce que j'ai pas envie de me faire embêter. Et donc, du coup, on sent cet essoufflement sur ce qu'on appelle le nurturing automatisé de ces méthodes-là. Et la Demand Generation vient apporter un nouveau mindset, ce qu'on appelle un nurturing ouvert ou une machine média ou une approche média, appelez ça comme vous voulez, nurturing, approche média, qui se veut... Notre Ouais. audience qui ne connaît pas forcément le mot nurturing, de nourrir ses prospects avec ou son audience avec de l'information. Et exactement, tout à fait. Pardon pour les anglicismes, on en a beaucoup en marketing. Mais effectivement, l'idée, c'est de nourrir. On a toujours cette idée de vouloir attirer le prospect à nous plutôt que d'aller le chercher. Donc ça, c'est une similitude qu'on peut trouver avec l'inbound marketing. On veut toujours attirer à nous. La deuxième similitude qu'on peut trouver, c'est qu'on s'appuie sur le contenu. Là où on diffère radicalement, c'est que, à la différence, par exemple, de l'inbound marketing, le contenu est plutôt porté à l'échelle des influenceurs que peuvent être les dirigeants et les employés, ou les employés en fait, plutôt qu'à l'échelle de l'entreprise. Donc là, le contenu est vraiment rattaché à des personnes. Donc là, ça peut faire écho à des sujets de personal branding, etc. Mais grosso modo, le contenu est rattaché à des personnes en interne.
La deuxième différence, c'est le fait que le contenu est ouvert. Donc, c'est là où je rejoins la notion de machine média. Quand je dis contenu ouvert, ça veut dire qu'on ne demande plus l'email et le téléphone. On ne cherche plus à tout de suite capturer le contact. On cherche plutôt à faire en sorte de créer cette affinité avec notre audience. En fait, on veut passer d'une relation entreprise qui vend un produit à des prospects à une relation de fédérateur à une communauté. Donc là, on a vraiment envie de transformer ses prospects en une audience, en une communauté. Et donc, de ce fait, on ne cherche plus du tout à essayer de forcer une communication et à choper leur email et leur téléphone. Là, on cherche plutôt à faire pousser nos contenus et faire en sorte que ce contenu soit consommé, que les personnes nous donnent leur feedback, qu'il y ait de l'écho, qu'on crée de l'affinité. Et du coup, à la fin de cette machinerie média où on va faire de la newsletter, où on va faire des lives, où on va faire du podcast, où on va faire des publications organiques, où on va potentiellement aussi faire de la publicité, où on va pousser du contenu, pas pour générer des leads, comme j'ai dit, pas pour choper des contacts, mais vraiment pour montrer le contenu super quali, vos super conseils, vos super tips, vos super checklists, bref, tout ce qui peut donner de la valeur à votre audience. Et en fait, derrière, cette affinité est le terreau fertile, en fait, parfait pour derrière générer des demandes business. Parce que les gens sont aujourd'hui très matures avec Internet. Ils sont tout à fait à même de vous trouver, soit directement sur LinkedIn, soit directement en passant sur la passerelle par excellence qu'est Google, vont taper le nom de votre boîte et vont trouver votre site web, prendre en compte votre proposition de valeur et savoir si oui ou non vous répondez à l'une de leurs problématiques. Donc, on ne cherche plus à forcer ce passage-là. On nurture d'abord et la capture se fait de façon naturelle sur les canaux d'attention que sont les moteurs de recherche et notamment Google. Donc, si je devais résumer la différence avec les pratiques actuelles, c'est que les pratiques actuelles essaient de capturer pour ensuite nurturer dans des séquences bien prédéfinies, automatisées, etc. et les avoir en meeting à la fin. Là où la demand generation va différer, c'est qu'on nurture d'abord, on nurture en libre, en ouvert, sans email, etc., qui va créer une affinité et derrière, qui va créer des demandes, on appelle ça qualifiées, des demandes des recherches qualifiées, qui vont se traduire derrière en demandes entrantes sur votre site web. Donc, c'est ça la grosse différence. C'est le mindset, en fait, tout est dans la nuance. Mindset, KPI, exécution est complètement différente que les pratiques actuelles. Et j'espère que c'est quand même un peu plus clair. En 5 minutes, c'est pas simple, mais j'espère que ça vous donne déjà une bonne idée. En tout cas, je te remercie. C'est très élaboré comme présentation. Du coup, j'espère qu'on arrive plus à se projeter, mais tu l'as très bien résumé à la fin. Plutôt que de capturer un contact et lui envoyer de l'info, on va donner de l'info et de l'info de qualité pour créer une communauté forte autour de valeurs communes finalement de l'entreprise, pour ensuite se dire on va générer des ventes. J'ai une petite question là, c'est la marketeuse en moi qui revient. Comment tu fais justement alors quand tu fais du demand gen pour pouvoir mesurer l'efficacité des actions que tu mets en place? Ouais, c'est hyper pertinent comme question, évidemment, parce que quand on se pose la question de OK, Fatih, j'ai compris qu'aujourd'hui, il fallait passer par ce contenu ouvert et plus systématiquement passer par des séquences automatisées par email. Comment je fais pour suivre, en fait, pour savoir que je vais dans le bon sens? En fait, si vous voulez, en demand generation, vous allez avoir 3 couches. On a une couche qui s'appelle génération de la demande, une couche qui s'appelle capture de la demande et une couche qui s'appelle conversion de la demande. La couche génération de la demande, c'est celle que vous faites sur les canaux de notoriété. Donc, les canaux de notoriété, c'est les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, etc. Les plateformes de contenu comme Spotify, YouTube, etc. C'est les événements en ligne, en présentiel. C'est bref, tous les lieux où vous passez naturellement du temps. 99% du temps, vous êtes dans ces lieux, en contact avec des pairs, à discuter, à réseauter, à vous informer, à vous divertir, etc. Mais vous n'êtes pas du tout en recherche active d'un produit ou d'un service. Quand je suis sur LinkedIn, je ne suis pas du tout en train de rechercher un outil de facturation. Et donc, sur cette couche-là, on va du coup pousser un contenu avec cette approche média. On va pousser son contenu et là, on va favoriser la portée et l'engagement. Donc, on va essayer de se faire connaître et d'éduquer et de créer une affinité sur ces canaux de notoriété. Donc là,
KPI, portée et engagement. Engagement, c'est les likes, les commentaires, les partages, les personnes qui viennent vous parler en privé, qui vous disent, qui vous donnent leur avis, qui commentent. Voilà, il y a des personnes qui ne sont pas forcément tout le temps à l'aise de donner des avis en public et donc du coup, ils viennent vous parler en privé. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc là, portée et engagement sur cette couche-là, sur les canaux de notoriété. La deuxième couche, couche de la capture de la demande, là, on va plutôt aller sur les canaux d'intention. Et les canaux d'intention sont les moteurs de recherche comme Google, Yahoo, Bing, etc. Là, on change complètement de fusil d'épaule. On veut plutôt que de générer de la portée et de l'engagement. Là, on s'adresse vraiment à des gens qui recherchent, qui sont cette fois-ci en recherche active. Ça correspond à 1% de notre marché. Et donc, du coup, ces personnes-là, on va être dans une dynamique à avoir une dynamique plutôt problématique, solution. Donc là, c'est là où on parle vraiment de notre produit. Tout à l'heure, sur la couche génération de la demande, on sera plus sur des sujets sur des tendances, les conseils, quelque chose beaucoup moins corrélé directement avec notre produit, beaucoup plus, chez les marketeurs, on dit tofu. Moi, j'appelle ça plutôt stratégique narrative, mais c'est quelque chose qui est beaucoup moins porté auto-promo. Là, pour le coup, sur les canaux d'intention, là, c'est là où on peut se permettre d'être en auto-promo parce qu'on sait qu'on est face à des personnes qui sont en recherche active. Si je reprends l'exemple de logiciel de facturation, bah, c'est là où je veux dire, on est les meilleurs en logiciel de facturation, X, Y, Z, pour X, Y, Z raison. Sur cette couche-là, les KPI, ça va être le taux de présence sur les requêtes clés de votre catégorie de produit. Si je continue sur cet exemple de logiciel de facturation, il faut absolument que vous remontiez sur logiciel, facturation, prix, logiciel, facturation, comparaison, logiciel, facturation, classement. Des choses comme ça qui connotent une réelle intention d'achat sur votre catégorie de produits. Évidemment, vous devez remonter sur ça. Donc, il y a toute cette machinerie qu'on connaît sur Google, le SEO, le SIA, les affiliations gratuites, payantes, les plateformes d'avis tiers comme par exemple Capterra, G2Crowd, etc., qui peuvent permettre aussi de remonter sur des requêtes comme ça. Donc là, le KPI numéro 1, taux de présence sur les requêtes clés, donc à quel point je remonte sur toutes les requêtes stratégiques, et 2, le taux de conversion, à quel point en fait j'arrive à faire en sorte avec les 2-3 petites phrases que Google me permet d'avoir, à quel point j'arrive à faire en sorte que le prospect soit intéressé, l'internaute qui cherche soit intéressé à en savoir plus et à tomber sur mon site web. Donc là, capture de la demande, taux de présence sur les requêtes clés et taux de conversion. Et enfin, la troisième couche, donc la couche conversion de la demande, là on se retrouve avec les personnes qui sont sur notre site web, ce que j'appelle les visiteurs qualifiés. Et là, on va avoir comme mindset de se dire, j'ai des personnes qui ont été sensibilisées à une problématique, il semble que potentiellement ils seraient en recherche active, et là je dois leur montrer que je suis en gros, ma proposition de valeur est claire et légitime. Donc là, je dois donner toutes les informations qui leur permettent d'évaluer ça. Donc là, c'est là où on va avoir ce qu'on appelle, encore une fois chez les marketeurs, avec tout ce jargon de la CRO et du Sales Handover. Donc CRO, c'est en gros le concept de travailler son site web pour qu'il convertisse le mieux. Donc c'est avoir une structure de landing page très codifiée qui a fait ses preuves. C'est le fait d'avoir de montrer ses prix. C'est le fait d'avoir une vidéo en ligne qui fasse office de démo. Bref, toute la matière qui permet à l'internaute, au visiteur de prendre sa décision, c'est plus vous en donnez, mieux c'est. Bien évidemment, il faut essayer de rester synthétique, mais en général, là où le bas blesse, c'est que les entreprises cachent leurs prix, les entreprises ne font pas de vidéos en démo. Pourquoi ? Parce qu'elles veulent absolument que le prospect, justement, prenne ce rendez-vous pour qu'on lui divulgue ces informations-là. Sauf que ce jeu de viens en meeting pour que je t'explique la vie, ne marche plus. Aujourd'hui, il faut être vraiment dans le donner et laisser l'internaute en fait s'auto-qualifier. Et donc, il y a tout ce travail-là et on va faire en sorte que sur ça, d'avoir des KPI de taux de conversion du site web, taux de conversion de la landing page, et donc d'avoir en deuxième KPI le nombre de demandes entrantes. Donc taux de conversion, donc le ratio entre le nombre de visiteurs et le nombre de personnes qui prennent des demandes. Et on veut bien évidemment de semaine en semaine ou plutôt de mois en mois, parce qu'en B2B, on va dire l'inertie est plutôt à regarder de mois en mois. Et là, on va plutôt regarder si de mois en mois, j'ai un nombre de demandes entrantes qui est bien plus grand, qui va dans le bon sens chaque mois. Canon. Alors, du coup, là, c'est
très clair. On a vraiment chaque étape avec chaque indicateur de mesure derrière pour voir si ça fonctionne ou pas. Je t'écoute attentivement, j'ai pris des notes. Il faut que je fasse une vidéo, que je mette mes prix sur Internet, noté. C'est des super tips parce qu'en fait, ils sont applicables de suite. Et c'est une vision du marketing qui rejoint le tunnel de vente. Finalement, on est dans le fameux, j'ai aussi utilisé du langage marketing, le AARRR. Enfin, quand tu me parlais, moi, je visualisais bien chaque étape de ce funnel-là avec une vision très, très généreuse du marketing. J'aime beaucoup une vision communautaire qui permet voilà, d'avoir une vraie communauté engagée et de les convertir en clients plutôt que d'essayer de capturer absolument des adresses mail et de se dire je croise les doigts, ils vont peut-être devenir clients. OK. Non, j'allais dire là où le bas blesse pour la plupart des entreprises, hem, B2B, c'est elles essaient de faire de la capture partout et tout le temps. C'est-à-dire que même quand elles font, des lives, des événements, des contenus et cetera, elles embrayent tout de suite, spontanément, automatiquement, directement avec cette, prise de contact, par email ou par téléphone. Et c'est dommage parce que, bah, la façon dont les gens achètent n'est pas aussi transactionnelle. Il faut d'abord vraiment créer cette affinité et pour créer cette affinité, ça veut dire être capable de ne pas demander, de ne pas tout de suite aller sur le terrain de la discussion commerciale. Donc quand vous faites un événement, que vous avez donné de la valeur, que vous avez, voilà, fait l'effort de communiquer, ramener des supers invités, faire en sorte que tout se passe bien et cetera, bah, là, vous avez créé de la valeur, vous avez commencé à vraiment créer cette affinité avec votre audience et c'est tellement dommage parce que 99 des entreprises derrière, le lendemain, vous avez une salve d'emails automatiques qui part et qui commence à embrayer sur un discours d'achat. Sauf qu'il faut garder en tête que l'inscription à un événement, le téléchargement d'un contenu ou autre ne sont pas des proxys d'intention d'achat. On est 98 ou 99 du temps à juste être en veille. C'est un sujet qui nous intéresse, c'est un sujet qui peut être prioritaire demain, ou la semaine prochaine ou dans un an, mais ça n'est pas du tout un proxy fiable de OK, là je suis en mode achat et pour autant les boîtes font comme si, c'était le cas. Et donc il faut oublier cet embrayage automatique et vraiment jouer la carte de: «Je donne de la valeur, je crée de l'affinité, je me fais connaître, j'éduque et cetera» et je sais que par des KPI que j'ai indiqués là, rapidement, je sais qu'indirectement si cet engagement existe, cette affinité se fait, je sais qu'indirectement quand le prospect passera en mode actif à un moment donné, parce que c'est leur timing, pas le vôtre, à un moment donné, le prospect repensera à nous et qui plus est, s'il ne repense pas à nous, bah, c'est pas grave parce qu'on aura fait notre job sur la couche capture d'être sur les requêtes clés. Donc il nous reverra d'une manière ou d'une autre, soit en tapant directement le nom de notre boîte et là c'est bingo, soit en tapant des requêtes clés plus génériques, mais à ce moment-là, on remontera, sur ces requêtes clés. Il se rappellera de nous, de notre événement, comme quoi il nous a déjà vus, OK, il nous replace et on a plus de chances derrière de travailler parce qu'on a créé ce lien de confiance et cette affinité en amont. L'idée de gagner le match avant qu'il commence. Quand vous attendez Google, en fait, là aussi, c'est un autre bas. Il y a beaucoup de bas qui blessent dans le marketing actuel. C'est que la plupart des entreprises attendent que le prospect fasse la démarche d'être sur Google et commence à comparer. Quand vous attendez, quand vous faites connaître à ce niveau-là, vous êtes comparé comme une commodité. Vous allez être comparé aux autres, soit en fait, sur des choix très rationnels. Soit c'est le prix, vous êtes 10 fois moins cher que les autres, soit sur une fonctionnalité, vous avez une fonctionnalité qui est 10 fois meilleure ou 10 fois, voilà, qui n'existe pas chez, 10 fois plus efficace parce qu'elle n'existe pas chez les autres personnes. Cet avantage compétitif sur le prix ou sur la fonctionnalité est aujourd'hui hyper éphémère parce qu'aujourd'hui les entreprises sont très, très vite, sont très réactives par rapport à ça. Soit elles développent très vite pour rattraper l'écart, soit elles s'alignent sur le prix. Donc cette compétitivité, joue pas à votre avantage. C'est un petit peu ce qui se passe, par exemple, dans l'industrie des tickets d'avion, des compagnies aériennes. Elles se battent sur le prix et donc du coup, elles ont maintenant des marges qui sont ridicules et aujourd'hui, elles sont devenues des business hyper, c'est des business super difficiles à gérer. Donc c'est jouer ce jeu d'être une commodité, c'est votre choix, vous pouvez le faire, mais c'est vraiment pas, celui que je conseille, le plus. Là où vous devez gagner, c'est, gagner en amont de l'intention d'achat. C'est créer cette affinité avant même qu'il ait une intention d'achat
créer cette affinité. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup avec le B2C, notamment Nike, Adidas, etc. C'est des chaussures, ça coûte 5 balles à faire. Et pourtant, aujourd'hui, il y a des gens qui se les arrachent à 1500 balles. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé cette affinité, cette vision, ce branding. Donc, toute cette couche génération de la demande, moi, je l'assimile à du branding marketing. Et donc, dans le B2C, on le voit très bien. S'ils devaient se battre à être le moins cher de la chaussure la moins chère, on les aurait à 4 balles aujourd'hui, ces chaussures. Pour autant, c'est pas du tout ce qui se passe. Et bah, dans le B2B, c'est exactement ça qu'il faut essayer de répliquer. Il faut essayer d'être le Nike, le Adidas. Bien évidemment, quand je vous dis ça, vous allez vous imaginer, mais non, mais Fatih, il faut une équipe marketing incroyable, un budget incroyable. Eh bien non, en fait, c'est même plus simple pour nous, parce que autant pour des chaussures, bah, vous pouvez viser le monde, entre guillemets, autant dans le B2B, aujourd'hui, on a la chance avec LinkedIn, avec des réseaux sociaux, de pouvoir faire des événements tellement ciblés, tellement nichés. Il y a des hashtags, il y a plein de choses, bref, plein d'éléments en ligne qui permettent en fait de tout de suite capter les personnes qui pourraient être potentiellement intéressées par votre service et de parler de sujets très spécifiques. Quand vous faites des événements, des podcasts, etc., vous n'avez pas besoin d'avoir 1500 personnes à votre événement. Si vous en avez juste 10-15 et avec lesquels vous avez déjà créé une affinité, ces 10-15, bah, dans le B2B, quand on a des paniers moyens importants, bah, ça peut être une belle somme. Donc il faut se décorréler de penser uniquement à Google. Il faut faire la bataille se passe avant et il faut oublier, désapprendre le fait qu'un événement, un contenu, etc., ça demande forcément un budget énorme, une équipe énorme et il faut que pour que l'événement soit un succès, il faut qu'il y ait 1500 inscrits. Le B2B a une dynamique complètement différente sur ces choses-là. Et nous, merci. On était instoppable, c'est génial. Ouais, désolé, je suis un peu bavard. Non, il n'y a pas de souci. C'est un changement de paradigme en termes de vision marketing et c'est super intéressant. Et je te rejoins, Tim Ferriss, qui est un peu, qui est un auteur très connu avec notamment la semaine de 4 heures, dit à juste titre, et ça rejoint un peu ce que tu viens de dire, il vaut mieux avoir 100 clients qui sont prêts à investir qu'une audience de 30 000 personnes qui n'investiront rien chez vous. Et c'est ça le B2B, c'est qu'il ne faut pas viser la quantité, il faut viser la qualité et il vaut mieux avoir une audience Exactement. qualifiée qui paiera, qui achètera vos services plutôt que voilà, une communauté énorme qui n'achètera rien du tout. Exactement, exactement. Combien d'entreprises ont tenté de faire un événement, ils ont eu 5 inscriptions et l'ont vu comme un échec. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible parce que pour le coup, du coup, elles vont se rabattre sur l'approche plus commerciale, mais un commercial ne fait que du one-to-one. Il fait un client par un client. Donc, le fait déjà d'avoir un événement qui fasse du 1 to 5, 1 to 10, 1 to 20, 1 sur 30, 1 sur 40, vous avez déjà un effet de scale qui est déjà bien plus important. Pourquoi on passe sur la demand generation et on commence à sortir de la prospection sortante, etc. Parce que c'est en fait pour les entreprises, le moyen le plus simple de scaler une machine de génération de revenus, parce que le marketing a cette puissance avec Internet, le digital, de vraiment pouvoir parler à l'ensemble de son marché, là où pour un sales, the one-to-one, ça lui prendrait un temps énorme et une énergie incroyable pour essayer de le faire. Et deuxièmement, parce que ça va dans le sens, dans la façon dont les gens consomment aujourd'hui l'information. Aujourd'hui, quand vous lâchez un contenu, c'est beaucoup moins frictionnel que quand un commercial vient taper à la porte de votre messagerie LinkedIn alors que vous ne l'avez pas demandé. Donc, pourquoi on passe sur le mode demand generation? Parce que c'est plus aligné et c'est plus scalable. Donc, j'incite fortement les personnes qui n'ont pas encore activé forcément une machine marketing avec une stratégie de contenu à la base de cette machine marketing, de le faire parce que c'est le sens dans lequel l'histoire du business est en train de s'écrire. Clairement, je te rejoins 100%. Merci pour toute cette valeur. J'avais une petite question que j'aime bien poser. Est-ce que tu as une anecdote un peu drôle ou un peu originale qui t'est arrivée justement, soit avec un client ou dans ta découverte, j'imagine, de la demand gen, que tu pourrais nous partager? J'en ai plusieurs. Moi, je suis passé à la demand generation parce que j'avais construit un gros ressenti avant avec les méthodes précédentes. J'ai fait de l'outbound, j'ai fait de la prospection sortante, j'ai fait de l'inbound marketing avec
des petits livres blancs avec un formulaire qui est à compléter pour accéder au contenu, puis ensuite des séquences d'emails qui partent en automatique, etc. Tout ça, je l'ai fait et j'ai vu en fait les faiblesses, en fait, la différence entre on va dire, comment les gourous, entre guillemets, de ces méthodes-là en parlent et la réalité du terrain. Et j'en ai bien évidemment parlé avec des pairs pour voir si c'était pas moi qui déconnais, moi qui ne suis pas marketeur de formation, je me suis peut-être dit c'est moi qui déconne sur ces choses-là, tu vois. Et, euh, et donc du coup, j'en ai parlé et je voyais que mes pairs avaient exactement les mêmes résultats, le même ordre de grandeur, etc. Et donc, en termes d'anecdotes, déjà, c'est au niveau de la différence entre inbound et outbound, donc le fait d'aller vers la personne ou de la laisser venir à nous, c'était caricatural. J'avais mon entreprise et c'était vraiment, on avait l'impression que c'était des acteurs, la différence de dynamique entre les personnes qui viennent à vous et la différence de dynamique des personnes que vous êtes allés chercher en prospection. Les personnes qui viennent à vous sont tellement plus agréables, tellement plus acquises à votre cause et vous paraissez tellement plus légitime à leurs yeux quand vous êtes en meeting avec eux que les personnes que vous êtes allés chercher en prospection sortante. C'est incroyable, c'est caricatural. On a l'impression que les gens ont été briefés en mode OK, toi tu viens en adband, sois hyper relou, sois super orienté sur l'objection, etc. C'est incroyable, incroyable. Donc ça, c'était mon premier aha moment. C'était cette grosse différence. C'est là où ça m'a mis une première, je dis toujours une petite bastos. Une bastos, c'est une balle dans le crâne. Ça m'a vraiment mis un petit déclic ou un gros déclic quand j'ai compris déjà cette première dynamique. Le deuxième aha moment que j'ai eu, c'est quand j'ai compris que l'inscription à un événement et le téléchargement d'un contenu n'était pas du tout un proxy d'intention d'achat parce qu'on avait super plein de leads qui les avaient téléchargés, mais personne nous parlait, personne venait nous voir en mode j'ai besoin de votre service ou j'ai envie de discuter avec vos commerciaux. Et quand bien même on allait les voir pour leur dire alors on a vu que vous aviez téléchargé notre contenu, est-ce qu'il se passe pas un truc maintenant? Et en fait on se rendait compte que les gens étaient en mode mais en fait non, je suis pas du tout en mode achat et j'ai presque oublié ton livre blanc, il était cool, mais en vrai, pour l'instant, c'est pas un sujet pour moi. Donc, deuxième aha moment, c'est vraiment cette décorrélation entre penser que voilà, ces petits engagements sont assimilés en fait des signaux d'achat, pas du tout. Ça, c'est le deuxième aha moment. Et pour vraiment répondre à ta question sur avoir une anecdote, mon troisième aha moment, ça a été quand avec un de mes clients, je lui ai proposé de partir sur un podcast et il était sur un business tellement niche et tellement compliqué parce que si vous voulez, c'est un logiciel qui aidait les investisseurs institutionnels à mieux gérer leurs fonds. Donc c'est quelque chose, c'est stratégique, c'est quelque chose où c'est un logiciel qui doit s'emboîter avec énormément d'autres départements. Bref, quand on commence à changer ça, c'est vraiment, on part sur quelque chose de très engageant. Il y a une friction énorme au changement, etc. avec ce produit. Et on avait essayé, bien évidemment, avec les prospections sortantes, on avait essayé avec les méthodes de prospection sortante, d'inbound, etc., de faire des choses. Et à chaque fois, on se cassait les dents, grosso modo, sur ces prospects qui étaient réticents à faire ce changement. Et on avait testé le podcast. À la base, à ce moment-là, je n'étais pas autant convaincu de ces formats-là. Et en fait, le fait d'avoir une première discussion dans une atmosphère qui n'est pas commerciale, puisque quand on les contactait, on leur disait venez à notre podcast pour discuter de votre expertise, de votre vie, de vos échecs, de vos réussites en tant qu'investisseur. Pour ceux que ça intéresse, c'est Human Finance. Et donc on se disait en fait, c'est bien parce que ça nous ouvre des portes et deux, ça nous fait connaître, quoi. On se disait ça ne peut être que bénéfique. Mais on ne s'est pas dit tout de suite, ça va cranter sur du business. Donc on l'a fait. Et ce qui est marrant, et c'est ça qui a fini de cranter mon ressenti sur les méthodes actuelles, c'est qu'on a fait plus de business via ce podcast que toute autre méthode marketing. Là où on n'avait pas forcément corrélé un objectif de business, c'est là où on en a fait le plus.
Donc, mon troisième aha moment, c'est le marketing ne doit pas avoir comme objectif de faire des leads. C'est une conséquence d'un bon marketing. Ça n'est pas un objectif. Votre premier objectif, c'est créer cette affinité. Mais complètement. Bah, merci pour ce partage. Et c'est vrai, le marketing, c'est créer des communautés, créer un lien. C'est pas vendre. Je te rejoins 100%. Des moments forts. Et alors là, je crois que tout le monde va lancer son podcast après t'avoir entendu. Mais c'est vrai que c'est un format assez simple à mettre en place et assez puissant en termes de partage. Comme bah voilà, on peut écouter tout type de podcast aujourd'hui, tout type d'informations et avoir énormément de valeur en peu de temps qui permet ensuite de pouvoir se projeter. Avec plaisir, j'allais dire, peu importe le format, il faut que ce soit un podcast, que ce soit un live, que ce soit une newsletter, que ce soit du guest blogging, bref, il y a tellement de formats, il faut juste que ce soit décorrélé à une discussion commerciale. Il faut vraiment que ce soit légitimé par une expertise, un sujet de fond, et que cette relation, en fait, le lien commun entre vous et votre marché, si vous voulez inviter par exemple un potentiel futur prospect, c'est vraiment de discuter du problème de fond, des tendances de l'industrie et de décorréler ça avec une ambition de business. Vous avez en tête bien évidemment que potentiellement ça peut tourner en business, mais ce n'est pas quelque chose que vous mettez directement sur la table et ce n'est pas comme ça que vous approchez votre prospect. Mettre l'humain au centre des problématiques, le problème de ton client au centre de l'attention. Exactement, et on l'entend toujours, ça fait des années qu'on l'entend, mettre l'humain, mais les gens sont toujours en mode: «Mais attendez, mettre l'humain, mais OK, c'est cool, c'est beau, c'est bien de le dire, mais comment je fais?» Tu vois? Comment je fais? Et bah, vous le faites en ayant un écosystème média, donc en créant, voilà, des assets médias, une newsletter, un live, un podcast, une émission, ce que vous voulez, et cette couche média, cet asset média vous permet de prendre contact, de réseauter, de faire des partenariats avec des acteurs de votre écosystème, des prospects, des partenaires, ce que vous voulez, mais elle vous permet de légitimer une prise de contact avec votre marché et de créer une affinité avec eux sans être dans une atmosphère commerciale. Et c'est la clé pour derrière faire du business. Complètement. Je te rejoins 100% encore une fois. Je te remercie beaucoup, Patty. Je te souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt. Bon.